Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 12e numéro, je vais vous présenter les principes généraux de prévention. Après la série de 4 épisodes sur la thématique de l'agilité, que vous semblez d'ailleurs avoir beaucoup apprécié, merci pour tous vos messages, c'est très motivant en fait pour la suite, je reprends une démarche plus classique des démarches d'amélioration continue QSE. Aujourd'hui, j'aborde donc les 9 principes généraux de prévention. Je vais donc commencer par quelques rappels sur ce qu'est la prévention. Alors la prévention des risques professionnels, ça recouvre l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, mais aussi pour améliorer les conditions de travail et tendre vers le bien-être au travail. Je reviendrai peut-être d'ailleurs sur cette notion de bien-être au travail dans un futur épisode. Et en fait, c'est pour mettre en application le vieil adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On n'attend pas qu'un problème survienne pour se sentir concerné, en se disant « Ah, si on avait su !» On fait en sorte que le problème n'arrive pas, ou en tout cas que ses effets soient limités parce qu'on les a anticipés et en quelque sorte prévus. L'employeur est d'ailleurs l'acteur principal de la prévention des risques professionnels. Il doit s'assurer de la sécurité et préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Et ça, c'est important. Pour cela, il doit s'appuyer sur toutes les ressources qu'il a à sa disposition au sein de l'entreprise, les représentants du personnel, l'encadrement, les responsables techniques, les personnes dédiées à des fonctions santé-sécurité, s'il y en a dans l'entreprise, tous ceux qui contribuent à l'organisation des secours, les services des ressources humaines et bien entendu tous les salariés. Mais il peut aussi s'appuyer sur des services externes, et on verra ça tout à l'heure. Donc pour mettre en place une démarche de prévention, il est nécessaire de s'appuyer sur les 9 grands principes généraux qui régissent l'organisation de la prévention, comme présenté dans l'article L 4121-2 du Code du travail. Alors la prévention, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une démarche structurée de prévention des risques professionnels. Et donc une démarche qui se construit en impliquant tous les acteurs concernés et en tenant compte des spécificités de l'entreprise, de sa taille, des moyens mobilisables, de l'organisation, de la sous-traitance ou de la co-traitance, de l'intérim, des filiales dont elle peut disposer, de l'implantation géographique, qui peut être sur plusieurs endroits, qui peut être multiple, de la présence de tiers externes, de clients, enfin tout ce qui gravite autour de l'entreprise. Et cette démarche structurée prend en compte la santé, la sécurité, mais aussi les risques psychosociaux dont on entend de plus en plus parler à juste titre. Et donc, dans la santé et la sécurité, on peut prendre en compte bien sûr le risque routier qu'on oublie trop souvent en pensant uniquement au poste de travail, mais aussi le bruit qui peut être un facteur de stress, un facteur aggravant et qui peut ensuite avoir des répercussions aussi pour la santé et se transformer en maladie professionnelle. Tout cela c'est bien important bien sûr en période de Covid comme on vient de la connaître, mais c'était déjà le cas avant. Alors, une circulaire du 18 avril 2002 rappelle que la démarche de prévention, c'est un processus dynamique qui peut se dérouler en 5 grandes étapes. Donc la première, c'est préparer une démarche. Donc bien sûr, pour préparer, il faut solliciter un petit peu toutes les ressources dont on va avoir besoin. Donc les ressources internes comme les ressources externes que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc dans les ressources internes, on va avoir le CSE, le médecin du travail, le CHSCT. Et ressources externes, on va avoir la CARSAT, par exemple l'OPP-BTP, dont je vous parle régulièrement dans des articles de blog ou en relayant les informations sur les réseaux sociaux, l'ANACT, l'ARACT, donc l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, etc., etc. Tous ceux qui peuvent contribuer à faire vivre cette démarche de prévention. La deuxième étape, c'est évaluer les risques. Puis, la troisième, élaborer un programme d'action, un plan d'action. Bien sûr, une fois qu'on a fait tout ça, il faut mettre en œuvre ces actions. Et enfin, réévaluer les risques suite aux actions réalisées. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, si vous avez suivi les épisodes depuis le début, mais c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu abordé et on va revenir dessus dans quelques temps. Alors après avoir vu ce qu'était une démarche de prévention, je vais vous présenter ce que ça n'est pas. Une démarche de prévention, ça n'est pas réservé qu'aux grands groupes. Même les très petites entreprises peuvent mettre en place ce type de démarche de manière moins formelle, bien sûr, mais toujours avec le même objectif, qui consiste à se fixer des objectifs, décider des moyens et définir les résultats attendus pour ensuite assurer un suivi et mesurer les actions qu'on a mises en place. Et d'ailleurs, comme je le disais il y a quelques instants, c'est des principes qui rejoignent ce qui est attendu dans le DUER, le document unique, comme je l'avais évoqué dans le numéro 5 de ce podcast. Donc c'est quelque chose qui est réglementaire et je vous invite à l'écouter ou à le réécouter si vous voulez plus de détails ou revenir sur certaines notions particulières. Qu'est-ce que ça n'est pas non plus ? Ça n'est pas un frein à la productivité et à l'innovation. Au contraire. Et justement, sinon, pourquoi les grandes entreprises feraient de la prévention ?
Il n'y a pas de raison. Ce ne sont pas des organismes qui ont envie de jeter leur argent par les fenêtres. Donc, si ça leur faisait perdre de l'argent, ils n'en feraient pas. D'ailleurs, ça me rappelle une phrase de mon directeur général à une époque qui disait lors d'un COMEX je vais tous vous mettre à l'aise. Vous me connaissez, si j'estime qu'il faut un budget et des effectifs pour les démarches QSE, c'est que je les juge essentiels à la vie de l'entreprise. Sinon, j'en ferai rapidement l'économie. Et donc voilà, quand les gens sont convaincus que c'est utile, ils ne voient pas ça comme un coût, ils voient ça comme un investissement, comme quelque chose qui sert à faire fonctionner l'entreprise. Et donc ces démarches, ce ne sont pas des freins à l'innovation parce que justement, ça évite de penser que les risques sont une fatalité, que ça fait partie du métier finalement, et que finalement il est possible d'agir pour éviter de ne compter que sur le facteur chance, et donc de mettre en place des démarches qu'on n'avait jamais mises en œuvre jusqu'à présent, et donc d'innover. C'est ça l'innovation, c'est pas forcément inventer le nouveau gadget technique électronique, c'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Donc après avoir présenté la prévention dans ses grandes lignes, je vais rentrer dans le détail des 9 principes généraux de prévention. Quels sont ces 9 principes ? Le premier, c'est d'éviter les risques. C'est donc de supprimer le danger ou l'exposition au danger. Le second principe, c'est d'évaluer les risques. C'est d'apprécier l'exposition au danger et l'importance du risque afin de prioriser les actions de prévention à mener. Je vous invite encore une fois à réécouter le numéro sur l'évaluation des risques professionnels et le DUR. Le troisième principe, c'est de combattre les risques à la source. C'est d'intégrer la prévention le plus en amont possible, même dès la phase de conception des lieux de travail, des modes opératoires, des équipements qu'on va mettre en œuvre. C'est dès ce moment-là qu'il faut se poser la question de comment faire pour combattre les risques. Quatrième principe général de prévention, adapter le travail à l'homme, et non pas l'inverse. Et donc, en tenant compte des différences individuelles qu'on peut avoir dans les effectifs des entreprises. Il y a des gens qui sont plus forts, des gens qui sont plus grands, des gens qui sont plus sujets à certaines problématiques. Et l'idée, c'est de réduire les effets du travail sur la santé. À titre d'exemple, voilà, on ne fait pas faire des tâches en hauteur à quelqu'un qui fait 1m50. Ou alors, on adapte le travail, c'est-à-dire qu'on le met sur un poste adapté, sur une plateforme surélevée, où on abaisse le plan de travail. C'est ce genre de choses toutes bêtes. Toutes bêtes, mais pas toujours forcément mises en œuvre, parce que dans le flux du quotidien, on n'y pense pas, et les habitudes font que on reproduit jusqu'au jour où il y a un problème, on se dit mais c'était évident, ce n'était pas du tout adapté au profil individuel de la personne. Cinquième principe de prévention, tenir compte de l'évolution de la technique, et de la technologie bien sûr. C'est-à-dire adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles. On ne fonctionne plus en 2020 comme on fonctionnait dans les années 80, que ça soit sur le plan technique et organisationnel. Et donc ça fait partie des sujets qu'il faut prendre en compte. Et là-dedans, on peut rentrer aussi dans l'aspect RPS, que j'évoquais tout à l'heure, les risques psychosociaux, c'est-à-dire que faire travailler des gens sur des outils informatiques, par exemple, parce que ça peut aussi être des problématiques de bureau, la prévention, qui ne sont plus du tout adaptés aux usages actuels, etc., et qui leur font perdre un temps, qui les stressent, qui bug, qui plantent, etc., ça peut créer un stress, une tension et des problématiques qu'on peut connaître de burn-out, de bore-out, de tout ce qui risque psychosociaux, dont on parle de plus en plus actuellement. Sixième principe, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. Alors ça peut paraître une évidence, mais l'objectif, c'est d'éviter l'utilisation de procédés et de produits dangereux lorsque on peut avoir la même chose avec des méthodes ou des produits qui ont des dangers moindres. Donc voilà, ça peut paraître évident, mais c'est chercher sur le marché ou dans des fonctionnements comment faire en sorte de ne plus utiliser des produits qui étaient dangereux parce que maintenant on sait faire autrement qu'on faisait à l'époque et ne pas garder des produits parce qu'on en a un stock depuis 20 ans et qu'on continue de l'utiliser parce qu'on veut faire des économies, etc. Septième principe, c'est de planifier la prévention. Et donc planifier, ça veut dire intégrer tout ce qui est relatif à l'organisation, à la technique, aux conditions de travail, mais bien sûr évidemment aussi les relations sociales et l'environnement global de l'entreprise. Huitième principe, donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de protection individuelle qu'en complément de ces protections collectives si elles se révèlent insuffisantes. Pour prendre un exemple un peu caricatural, quand on est face à un risque de chute de hauteur, on met plutôt des garde-corps qui vont protéger globalement le poste dans son ensemble, plutôt que de faire porter un harnais avec un point d'accroche à toute personne qui va devoir travailler à cet endroit-là. C'est vraiment quand on n'a pas le choix qu'on utilise les EPI. Et donc les EPI ne sont là vraiment qu'en complément. C'est important. Alors EPI pour équipement de protection individuelle. Et le dernier principe, ça peut paraître évident, mais on l'oublie peut-être régulièrement, c'est de donner des instructions appropriées aux salariés. Ça passe par de la formation et de l'information des salariés, afin qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention. Et attention, dans l'information, il y a
la forme et il y a vraiment s'assurer que le message est bien passé. Parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir passé un bon message, mais c'est bien de recouper, de reformuler pour être sûr que les interlocuteurs ont bien tout compris. S'assurer qu'on parle bien le même langage, qu'on a bien le même jargon, qu'on parle bien la même langue. Des fois, je prends l'exemple des chantiers qui est un environnement que je connais, on peut avoir de temps en temps des gens qui ne parlent pas forcément bien le français. Et quand il s'agit de donner des consignes de sécurité, des consignes de circulation, des consignes de stockage, des fois, le langage écrit ou même verbal n'est pas forcément suffisant. Donc le management visuel peut être un complément pour ça, pour éviter de mettre les gens en situation de danger simplement parce qu'ils n'ont pas bien compris les consignes. Donc voilà les 9 principes généraux de prévention, qui sont vraiment les commandements qu'on doit mettre en application dès qu'on met en place une démarche de prévention. Donc je les répète rapidement: éviter les risques, évaluer les risques, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, planifier la prévention, donner la priorité aux mesures de protection collective et enfin donner les instructions appropriées. J'espère que cet épisode vous a plu, que j'étais suffisamment clair. Vous pouvez me suivre pour écouter les anciens épisodes et surtout pour ne pas rater les prochaines sorties et les prochaines mises en ligne. Vous pouvez le faire via votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages. D'ailleurs, sur le site de l'huile dans les rouages, vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous me retrouvez aisément sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn, en faisant une recherche avec de l'huile dans les rouages. N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou directement sur mon site, à propos de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, ou sur des problématiques que vous rencontrez, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire abordé. Et enfin, si ça vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcast du type Apple Podcast. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.